Yorana, c'est Puirani de Pacific Venturi. Bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons un épisode spécial. Tamatea et Philippe exploreront avec moi les tendances qui feront l'année 2022. Celles à surveiller de près pour t'aider à anticiper les changements et évolutions globales et locales des 12 prochains mois. Pour commencer, peux-tu nous expliquer la méthode utilisée pour réaliser ce travail de prospective pour 2022? Yalana, en effet, donc pour réaliser ce travail, tout d'abord, il faut commencer par scanner l'horizon. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est tout simplement aller chercher un maximum d'informations, des sources très diverses, très variées, que ce soit en local ou à l'international, dans les médias, dans les centres de recherche, les think tanks, les universités, pour essayer d'avoir un maximum de matière et d'analyse que l'on va ensuite analyser plus en détail et voir quelles sont les tendances qui ressortent et qui se répètent parmi toutes ces différentes sources. Sur cette base-là, on va établir un certain nombre de scénarios, savoir on va tirer le fil de chacune des tendances qu'on a identifiées parmi nos sources qui se répètent le plus fréquemment pour essayer de voir à quoi va ressembler les temps à venir en fonction de l'évolution de cette tendance. Donc on va établir des scénarios positifs ou négatifs selon que la tendance va effectivement impacter fortement notre monde ou pas. Et ça va nous permettre au final de faire un certain nombre de prévisions qui se reposent donc sur toutes ces sources et toute cette matière importante pour essayer de voir à quoi va ressembler l'année 2022 et quels sont les éléments qu'il va falloir prioriser en fonction de ce travail d'analyse. En quoi est-ce important dès maintenant d'anticiper au maximum les tendances à venir et de s'y préparer? Alors se préparer, oui, tout simplement c'est la première des choses. Anticiper, c'est la meilleure façon de se préparer. On n'attend pas que ça vienne sur nous, mais on identifie déjà les solutions importantes. Ça va nous aider donc à développer une stratégie qui va donc tenir compte de ces tendances majeures qu'on a identifiées et qui va nous éviter de ne pas perdre de temps à réfléchir ou à imaginer des stratégies sur des tendances qui au final n'auront que de très faibles impacts. Donc ça va nous permettre aussi, et ça c'est peut-être important de le dire dans la période dans laquelle on vit, de nous préparer mentalement à ce qui va nous arriver et d'être en permanence dans la réaction. C'est-à-dire la chose arrive et on se dit mince, il faut que je m'adapte à ce nouveau contexte, comment je dois faire, etc. Un peu ce qu'on a vécu au début de la pandémie. Donc il faut essayer un maximum d'être prêt pour déjà mentalement se dire ok, ça va venir, donc il faut que je prépare les solutions et la stratégie qui va venir. De façon plus positive, c'est aussi une bonne façon de trouver des opportunités, notamment pour les entreprises. On sait ce qui va arriver, donc pourquoi ne pas essayer de réfléchir positivement à ce que ça peut apporter? Ce que ça peut apporter, c'est des besoins ou des nécessités sur le marché local qui vont peut-être être intéressantes pour certaines entreprises. L'important au final, donc, c'est d'être le plus flexible et le plus adaptable possible. On peut plus se permettre, et notamment dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, de penser avec une approche qui est, on va dire, individuelle ou simple, qui ne vient que d'un seul modèle, ou encore pire, de rester sur des modèles anciens qui ne correspondent plus aux attentes de l'époque. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir se réinventer en permanence en fonction du contexte, et l'anticipation que l'on fait et qu'on invite chacun à faire va permettre ce travail de réinvention de façon efficace. Face à la nécessité d'adaptation dont tu parlais juste avant, une analyse que l'on retrouve est le besoin de simplicité. En quoi faire simple aide à avancer efficacement dans le contexte actuel? Effectivement, aujourd'hui, faire simple, en tout cas, c'est un atout indispensable, comme on l'a dit précédemment, parce que on est dans un monde qui s'adapte énormément. Donc, faire quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement long terme, ça peut être difficile. Maintenant, on commence à sortir d'une période de plus en plus compliquée, et on peut commencer à réfléchir à des choses sur du plus long terme, mais en tout cas, garder et conserver cette simplicité, ça permet justement d'avoir cette flexibilité qui va faire qu'on est plus concurrentiel aujourd'hui. Et l'important avec l'adaptation, c'est justement d'éviter de chercher à tout contrôler. Quand on fait face à quelque chose de nouveau, en tant qu'individu, on a un peu cette tendance à essayer de vouloir prendre la main, essayer de vouloir tout rigidifier pour être capable de maîtriser la situation et d'avoir cette impression du contrôle. Mais au final, on rajoute des process, on rajoute des procédures dans un moule qui va être prédéfini, qui paraît rassurant parce qu'on a cette impression du contrôle, mais qui en fait n'est que le contrôle d'une partie de la situation. On voit véritablement juste une illusion du contrôle, puisqu'il y a énormément d'éléments dans cette situation complexe qu'on ne maîtrise pas. Donc du coup, c'est un peu comme quand on fait de la voile. Si on borde trop la voile, si on tient le gouvernail de façon trop rigide,
on va risquer de se retourner au premier coup de vent. Donc on va donner à nos voiles, on va donner à notre gouvernail, on va donner à nos stratégies un petit peu d'espace, un petit peu d'air pour pouvoir justement s'adapter au courant, s'adapter au vent du moment. Donc on va devoir, notamment quand on est manager et dirigeant, apprendre à relâcher l'envie du contrôle, et ça arrive très souvent dans nos organisations, et apprendre à l'inverse à faire confiance à ceux et à celles qui sont sur le terrain. Donc plutôt que d'essayer de contrôler à travers de process, à travers de procédures, à travers de formalisation assez rigide, on va privilégier l'écoute, on va privilégier la collaboration et surtout l'intelligence collective. On va aller chercher vraiment les solutions chez tout le monde pour avoir une perspective plus large, avoir plus d'options et donc être plus dans l'action que dans la réaction parce qu'on aura un panel de possibilités au lieu de ne chercher à appliquer qu'une solution à toutes les situations. Comme dit le proverbe, quand on est un marteau, tous les problèmes deviennent des clous. Et malheureusement, on est dans un monde où on n'est pas que dans des problèmes à clous. Et effectivement, pour rebondir là-dessus, on le voit bien à travers la crise, les plus grosses entreprises, ce sont les entreprises qui ont le plus de mal à pivoter parce que justement, elles sont des gros process qui fait qu'à grande échelle, elles arrivent à très bien fonctionner. Mais le problème, c'est que dans ces temps de crise-là, ça peut effectivement créer des dysfonctionnements. Et à contrario, des beaucoup plus petites entreprises, elles peuvent pivoter plus facilement et du coup être plus flexibles. Après, elles ont d'autres choses qu'elles doivent gérer qui vont faire que peut-être c'est difficile aussi pour ces entreprises. Est-ce que vous pouvez nous citer maintenant 3 tendances majeures qui ont retenu votre attention au fil de ce travail? Alors pour moi, la tendance majeure à surveiller en 2022, c'est la blockchain. On a vu énormément d'évolutions en 2021, bien sûr les crypto-monnaies qui sont les plus visibles dans ce domaine. Les NFT sont en train d'exploser aussi, alors on n'est pas encore sûr de comment ça va évoluer, mais clairement c'est une tendance à suivre parce que de plus en plus de gouvernements, de banques centrales s'intéressent au sujet, donc c'est que c'est en train vraiment de s'immiscer dans nos sociétés et que ça va produire un certain nombre de changements. Un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle en anglais la Great Resignation ou la grande démission en français. Les comportements en matière de recrutement ou d'évolution des carrières sont en train de changer profondément parce que le monde change et qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses. Et du coup, toutes les personnes qui sont dans le monde du travail aujourd'hui ont plus de facilité à quitter leur emploi pour aller vers quelque chose avec plus de valeur, avec plus d'engagement. On n'est plus dans une vie, une carrière sur 30 ans à ne pas vouloir bouger ou à se dire la situation est compliquée, je ne vais pas démissionner. On est sorti un petit peu de ce cadre-là. Et la troisième tendance que je vois, c'est la gestion des inégalités économiques. Elles sont de plus en plus flagrantes parce que la pandémie a mis le doigt dessus. Et vraiment la capacité à gérer cette problématique-là, qui est fondamentale pour la cohésion de nos sociétés, va profondément influencer l'évolution des différents gouvernements et leur capacité justement à maintenir cette cohésion en traitant ces inégalités. Donc ça pour moi c'est les 3 points à suivre de près cette année. Moi, je rebondirais aussi effectivement sur la gestion des inégalités. Je pense que c'est un point clé sur tout ce qui est sociétal. Ça pourrait créer des dysfonctionnements potentiellement si c'est mal géré. Et au contraire, si c'est bien géré, ça pourrait créer une cohésion qui va faire que certains pays, certaines sociétés vont réussir à avancer beaucoup plus que d'autres. Au-delà de ça, il y a une grosse crise économique qui arrive dans le sens où il y a une inflation qui est là, elle est présente. On le voit beaucoup sur la hausse des prix, sur la hausse des carburants, la hausse des transports. Et la Polynésie est la première à être touchée par ce genre de problématique-là. On peut pas dire qu'aujourd'hui, Tahiti est autonome, en tout cas en termes de nourriture et sur beaucoup d'autres points aussi. Et le troisième point, ça va être tout ce qui va être au niveau du travail, avec les nouvelles façons de travailler. Le télétravail a explosé cette année, l'année dernière, 2021, 2020. Donc il y a une réforme un peu du fonctionnement du travail. Il y avait d'autres aspects aussi qui ont été mentionnés par Philippe. Donc la façon dont on travaille aujourd'hui et la façon dont on travaillera demain ne sera clairement pas la façon dont on a travaillé hier et voir comment est-ce qu'on va réussir à adapter tout ça. Alors, un point qui est souligné dans la newsletter cette semaine, c'est le défi énergétique. Un baril anticipé à $100 et des problématiques d'approvisionnement ou de continuité, notamment du fait de la problématique climatique. Quel impact Fénois? Alors, comme le mentionnait Tamatea juste avant, on est en fin de ligne de la chaîne logistique, donc nécessairement toute augmentation, même minime à un moment dans cette chaîne, va entraîner un effet de vase communicant, une réaction en chaîne, qui va faire qu'à la fin, on aura une augmentation directe sur les biens à la consommation, au-delà du simple surcoût à la pompe, parce qu'effectivement, un baril à $100, c'est les prix à la pompe qui augmentent. Et on est déjà dans un contexte inflationniste, effectivement, donc avec un baril à $100 plus l'inflation qui augmente, on risque de voir les prix s'envoler assez rapidement dans les mois à venir, ce qui va nécessairement poser problème, notamment à ceux qui ont le moins de revenus.
Donc du coup, c'est une opportunité malgré tout, et c'est l'occasion localement de mettre l'accélérateur sur la réforme du monde des transports et d'entamer la transition vers le sans pétrole le plus rapidement possible. Et en parallèle aussi de favoriser l'autosuffisance alimentaire dont on parle beaucoup et la production locale dans le secteur agricole. Alors l'avantage que l'on peut saisir en ce moment, c'est qu'il y a énormément d'innovations qui se développent dans le secteur agricole et qu'il y a du coup de beaux projets sur le marché local qui peuvent être mis en œuvre en utilisant toutes ces évolutions technologiques qui viennent investir le champ de l'agriculture. Alors bien sûr, tout ça, ça va prendre un certain temps à se mettre en place. C'est des investissements qui auraient dû être lancés déjà depuis longtemps. Mais bon, on en est là aujourd'hui, mais du coup, il ne faut plus attendre et il faut démarrer dès aujourd'hui, dès 2022, et notamment sur la question des transports. Il est vraiment fondamental pour régler cette problématique de l'énergie, de sortir de l'économie de la voiture individuelle à essence principalement. Et a priori, dans une île comme la nôtre, c'est relativement pas trop compliqué à mettre en œuvre. Ça va demander des efforts collectifs et individuels, mais ça va avoir un impact économique assez important et très rapidement. Mais il faudrait déjà commencer par repenser le réseau routier. Effectivement, c'est un point majeur qui là aussi doit être entamé dès maintenant. Au-delà de ça, voilà, un simple petite hausse du carburant, de tout ce qui est pétrole, ça implique toutes ces choses-là, toutes ces réformes, mais aussi du coup cette crise sociale qui va être encore plus augmentée, c'est-à-dire que les plus faibles revenus vont encore plus souffrir de toutes les hausses qui vont être répercutées à travers ces coûts-là. Donc le transport en Polynésie, le transport des ressources, je parle tout simplement de la nourriture et tout, donc qui va justement creuser cet écart entre les revenus les plus pauvres et les revenus les plus aisés, quoi. Et du coup potentiellement créer ce malaise social qui devra être pris en compte par les dirigeants. Cependant, ces changements structurants dont vous parlez sont assez coûteux et font supposer beaucoup d'investissements publics. Comment gérer le développement du pays quand on sait que les caisses du pays ne sont pas dans une santé de fer ? Alors effectivement, tous ces investissements importants, structurants, doivent venir du gouvernement, du secteur public, même si les entreprises et les consommateurs ont un rôle à jouer, respectivement que ce soit dans leur stratégie de développement et le choix des opportunités de développement, et pour les consommateurs, les choix de consommation. Maintenant, la difficulté, effectivement, tu l'as dit, est que les caisses publiques sont vides à Tahiti comme ailleurs parce que on a dû donner un maximum d'aide à tout le monde pendant la pandémie pour soutenir la difficulté économique. Donc du coup, en 2022, nécessairement, on va parler fiscalité. On va parler impôts, on va parler fiscalité. Alors à Tahiti, on va parler de la TVA sociale qui arrive dans quelques mois, mais il va falloir aller bien plus loin que ça. On peut notamment suivre de très près l'initiative récente du G20 quant à la volonté des gouvernements de lutter contre l'évasion fiscale avec un taux plancher global de 15% pour les entreprises. Alors à Tahiti, on ne va peut-être pas parler d'évasion fiscale, mais il y a clairement énormément de capitaux qui sortent pour des investissements à l'étranger. Donc la question va être de comment ramener ces capitaux en local dans des investissements productifs pour aider le pays justement dans cette transition systémique. Donc la fiscalité va être potentiellement soit la carotte, soit le bâton, selon comment on veut l'utiliser pour réorienter justement tous ces capitaux qui sortent. Alors il y a aussi très certainement quelque chose à faire quant à la taxation de certains très hauts revenus. Alors ça fait toujours grincer des dents, mais n'oublions pas que c'est l'impôt qui finance au final les routes, les écoles, les hôpitaux, toutes les infrastructures qui font qu'on a le mode de vie et le niveau de développement qu'on a aujourd'hui. Donc on a besoin de l'effort de tout le monde. Alors dans ce cadre-là, l'autre grande discussion dont on va sûrement entendre parler en 2022, c'est la dette publique. Et on va très certainement entendre les termes MMT en anglais ou TMM, la théorie monétaire moderne en français, qui invite un endettement presque illimité. À un bémol près, c'est que l'endettement des finances publiques doit se faire pour des investissements productifs. Donc on va mettre la charge de la dette pour financer le secteur de l'éducation, par exemple, puisque ça nous permet de créer la richesse de l'avenir au travers de la connaissance et de la production intellectuelle qui en ressort. Et puis le secteur de l'énergie dont on parlait tout à l'heure également. Oui, effectivement, tout ce qui est éducation, énergie, c'est des investissements qu'on fait vraiment sur du long terme. Et c'est vrai que la période de crise pandémique a fait qu'on n'a pas forcément pu se focaliser sur ces points-là, tout spécialement avec l'école, qui a malheureusement été un peu sacrifiée à l'autel du Covid, mais à juste titre ou pas, peu importe. Mais en tout cas, les effets sont là, ça a été fait.
Et effectivement, c'est un investissement long terme qui doit être fait, qui doit toujours être fait, peu importe l'époque, les décennies ou les pays. Et au-delà de ça, on arrive aujourd'hui avec des pays qui atteignent des niveaux d'endettement jamais atteints, des choses qui doivent être remboursées et dont les fruits ne vont pas être récoltés avant plusieurs années. Donc comment est-ce qu'on réussit à coïncider toutes ces choses-là? C'est effectivement une question difficile. Donc comment est-ce qu'on coïncide les besoins là tout de suite primaires qu'on a et les besoins qu'on doit développer sur les 10-20 prochaines années sur comment est-ce qu'on veut développer notre pays et à plus large échelle le fonctionnement du monde. C'est des questions extrêmement difficiles et il y a des choix qui doivent être faits. Il n'y a pas une solution, bien évidemment, et c'est un travail commun que tout le monde doit faire. Maintenant, on va basculer du côté technologie. En 2021 et probablement en 2022, un mot qui est apparu dans le vocabulaire quotidien, c'est métaverse, avec notamment le projet de Facebook. Tout ceci paraît très science-fiction. Y a-t-il vraiment un impact spécifique de cette tendance, notamment localement ? Alors, effectivement, c'est un grand mot et on ne sait pas encore trop ce qu'il y a derrière ce fameux métaverse. Et je ne pense pas qu'en 2022, on aura beaucoup plus de précision sur le sujet. Mais par contre, derrière, toute cette hype, cette nouvelle dynamique sur le métaverse va tirer avec elle tout ce qui est développement en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui vont là connaître un coup d'accélérateur très probablement en 2022. Et là, clairement, l'avantage localement, il est là, puisque notre pays est très grand, on le sait, il est très vaste, et assurer l'éducation pour tous dans les îles les plus éloignées, c'est toujours compliqué. Et en cela, tous ces outils de ce qu'on appelle les réalités mixtes aujourd'hui, donc la VR et la AR, peuvent apporter des solutions et apporter dans les écoles la capacité d'aller visiter les pyramides, d'aller faire tout un tas de choses jusque-là physiquement impossibles grâce à la technologie. Un autre élément qui, là aussi, se développe de plus en plus, et on voit un certain nombre d'initiatives qui commencent à se mettre en place, c'est la télémédecine, qui va permettre, là aussi, de mettre en contact le personnel soignant avec les personnes dans les îles, mais d'une façon beaucoup plus immersive, et qui va donc faciliter le diagnostic, le traitement, et tout simplement la relation entre les personnes, plutôt qu'un appel Skype ou un coup de téléphone. Après, on peut même envisager des évolutions dans le tourisme. On sait que les touristes viennent moins à cause de la pandémie et c'est pas encore gagné pour qu'ils reviennent sur des niveaux équivalents à 2019. Donc puisqu'ils viennent pas chez nous, pourquoi pas leur envoyer nos îles sur leur canapé avec différents développements de réalité virtuelle qui pourraient être créés localement par des artistes et des entrepreneurs locaux et proposer des services de réalité virtuelle autour de Tahiti, des îles, de la culture polynésienne, mais offerts aux voyageurs de canapé qui sont de par le monde. Donc à mon avis, c'est ça principalement la tendance à suivre en lien avec le métaverse. Ensuite, le métaverse, c'est une idée qui est apparue dans l'esprit de Zuckerberg. C'est très fortement inspiré de Ready Player One, ce film, qui justement réalise un peu ce monde virtuel où tout le monde peut avoir une vie aussi bien économique, sociale, et avoir des interactions avec tout le monde, comme s'il était dans la vraie vie, tout simplement. Donc le métaverse aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se développer. Forcément, la question est est-ce qu'on veut s'intégrer dans ce métaverse ou pas. Forcément, les choses vont changer, qu'on le veuille ou non. Et c'est comment est-ce que nous, on va réussir à trouver notre place dans ce métaverse. Est-ce que tout est bon à prendre ou pas? On n'en sait rien du tout puisque la chose est complètement en création. Mais en tout cas, rester de côté et attendre que ça se fasse et ensuite voir si on veut s'y intégrer, c'est déjà potentiellement une erreur. Il faut vraiment réfléchir comment est-ce qu'on peut s'intégrer et comment est-ce qu'on peut en tout cas faire des points de levier dans ce type de fonctionnement. Je rajouterais juste une dernière chose. Le métaverse met le doigt aujourd'hui sur le fait que notre existence n'est plus uniquement physique aujourd'hui, mais elle est aussi virtuelle. Et que notre identité n'est plus également que physique, mais elle est aussi virtuelle, et qu'il faut qu'on commence aussi dans notre réflexion sociétale, dans notre réflexion de qui on est, dans nos réflexions identitaires, à nos existences dans différents niveaux de réalité, parce que ça va prendre effectivement de plus en plus de place dans la vie quotidienne, et que tâcher de réconcilier les deux va permettre peut-être de faciliter aussi un certain nombre de situations qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit très bien avec Facebook. Facebook est extrêmement présent en Polynésie, donc aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'on a une identité virtuelle et qu'elle est là. Et que doit-on attendre au niveau du monde professionnel de cette année 2020 ?
Alors 2022, déjà il y aura beaucoup à observer et à analyser pour les entreprises, mais il y aura des changements concrets à envisager ou en tout cas à surveiller de près. Je parlais tout à l'heure, la grande démission pour moi est un phénomène fondamental qui va aussi nous toucher ici, même si le marché du travail est un petit peu plus petit, les opportunités sont moins présentes. Mais il y a quand même cette tendance qui se dessine avec l'arrivée de la génération Z sur le marché du travail. Donc il va falloir que les entreprises intègrent ça. Et on ne peut plus demander à la nouvelle génération qu'elle s'adapte aux méthodes de travail préalables. Toutes les entreprises qui ont été créées dans les années 60, 70, 80, qui ont tout doucement intégré le digital, mais qui sont encore sur des fonctionnements, des processus relativement anciens, vont devoir faire un grand pas en avant, et le plus tôt le mieux, pour intégrer une vie, comme on disait tout à l'heure, qui est en multi-réalité, parce que la génération Z vit comme ça, et qu'on ne pourra pas l'attirer sur le monde du travail sans faire ce genre de changement de fond. Et aussi, et ça c'est vraiment fondamental, il faut que les entreprises s'engagent pour les causes environnementales, pour les causes sociales, pour tout ce qui touche nos sociétés. Il y a une forte demande. On ne peut pas considérer que parce que c'est une entreprise, elle n'a pas son rôle à jouer ou sa voix à porter sur ces causes-là. Mais au-delà de déclarations, c'est vraiment dans le quotidien. C'est-à-dire de s'assurer qu'en interne, on est conforme à ces valeurs que l'on porte et à ces causes que l'on soutient. On en parlait tout à l'heure aussi, mais bien sûr le télétravail ou le travail flexible plutôt que le télétravail, puisque maintenant on a la possibilité vraiment de travailler de partout, à la maison, dans un café, à la plage, peu importe. Ça pose là encore des questions relatives au contrôle par des managers, on en parlait tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui doit aussi être de plus en plus réfléchi, parce que la tendance, là pareil, va atteindre nos îles et nos rivages très rapidement, et il va falloir qu'on s'adapte. Même si on est relativement proche ici, on peut aller facilement au travail. Il y a cette demande d'un travail de plus en plus flexible et de faire du bureau en lui-même un lieu convivial plutôt qu'un endroit où on vient s'enfermer dans une pièce tout seul pendant 8 heures. Donc ça va être des réflexions à prendre en compte assez rapidement. Et potentiellement aussi l'évolution des normes financières, notamment en matière d'analyse et de bilan financier, qui intégreront de plus en plus le changement climatique et le coût environnemental, non plus comme une externalité comptable, mais bien comme une charge à part entière. Il va falloir assez rapidement aussi là, que les entreprises locales soient transparentes là-dessus et dévoilent leur stratégie pour participer à l'effort collectif. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que les différents points ont été abordés. Le seul point sur lequel je me pencherai un petit peu plus, c'est le tourisme. Effectivement, on a un fonctionnement en Polynésie qui est extrêmement axé sur le tourisme. Le tourisme a été mis à mal sur les 2 dernières années et effectivement, c'est aussi le moment pour pivoter un peu sur d'autres axes. Je ne dis pas bien évidemment qu'il faut mettre de côté le tourisme, mais en tout cas, attendre que le tourisme reprenne comme il était avant, c'est peut-être un pari assez risqué. Donc c'est le moment justement où il faut développer un peu des choses différentes, innovantes, et réaxer le fonctionnement économique de la Polynésie. Avez-vous une dernière recommandation pour aider nos auditeurs à préparer efficacement leur plan d'action pour 2022 ? Moi, 2022, je dirais être prêt à saisir toutes les opportunités. On est sorti, je pense, d'une grosse période de crise. On naviguait vraiment à vue. On commence à avoir un peu plus de visibilité. On commence à avoir un peu plus de long terme, moyen terme en tout cas, qui va clairement s'installer. Et c'est le moment de saisir des opportunités, c'est le moment de lancer des choses, c'est le moment de tester de nouvelles choses, d'innover. Et moi, je dis vraiment à toutes les personnes qui sont acteurs socialement ou des entrepreneurs ou ne serait-ce que salariés, n'hésitez pas à tenter quelque chose, quoi. C'est le moment. Alors moi, je dirais une chose, c'est rester humaniste. On en a parlé dans la newsletter de la semaine dernière. C'est important de croire en nous en tant que collectif, en tant qu'espèce, et de ne pas perdre espoir sur le fait de notre capacité à changer, de notre capacité à travailler collectivement tous ensemble. On l'a déjà démontré par le passé, il n'y a pas de raison que ça change. Et puis, faites ce qui vous semble bien et bon, tout simplement. N'attendez pas que les autres le fassent avant vous. Si vous pensez que c'est maintenant qu'il faut agir, agissez au quotidien, dans votre travail, à la maison. Chaque action positive et efficace est une action nécessaire de toute façon, même s'il y a des fois ça nous paraît insuffisant. Et dernière chose, restez curieux et ouvert. On adore à Pacific Venturi regarder un peu tout ce qui se passe dans le monde, mais tout le monde peut le faire. C'est pas très compliqué. Mais le but, c'est vraiment de se dire, on est peut-être sur une île un peu loin de tout, mais en fait, aujourd'hui, on est connecté à tout le monde, à 7 milliards d'êtres humains.
que tout ce qui se passe partout dans le monde va nous impacter d'une façon ou d'une autre à un moment donné. Donc il faut rester ouvert à ce qui arrive, curieux à ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on sera le plus flexible et prêt à accueillir 2022 efficacement. Et même pour garder dans cette même lignée, je rebondirais en disant de garder cet esprit de prospection, c'est-à-dire de voir un peu vers l'avenir, de vraiment se tenir au compte de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment le travail qu'on fait nous à Pacific Venturi. C'est d'ailleurs un événement qu'on essaie de mettre en place qu'on espère mettre en février, où justement on inviterait les auditeurs ou des personnes de lecteurs de la newsletter à venir avec nous, à faire ce travail de prospection, à intervenir avec différentes personnes qu'on a eu la chance d'accueillir sur nos podcasts ou voir nous-mêmes, et de travailler ensemble, d'identifier justement comment se déroule 2022, comment est-ce que les entreprises vont pouvoir avoir un effet de levier supplémentaire, des valeurs ajoutées, comment est-ce que justement ils peuvent se placer de façon stratégique sur cette année 2022 pour être les mieux placés et encore mieux avancer sur 2023-2024 et avoir un plan plus long terme. Donc on vous invite tous à venir si jamais on a l'occasion de créer cet événement-là qu'on serait ravis d'avoir. Voilà des bons conseils. Merci à Philippe et Tamatea pour ce podcast. Merci pour Elanie. Merci pour Elanie. Et n'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les tendances à venir au fil de l'année, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu pourras la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana!